et bienvenue dans cet épisode 9 des Têtes dans le Cloud, un condensé de news tech fortement influencé par l'écosystème Microsoft et animé par des passionnés. Alors, épisode 9 et épisode spécial. Bonjour à l'équipe. Parce Bonjour que Kevin. on est à distance, enfin je suis à distance, c'est le dernier épisode de l'année, donc on tenait fortement à pouvoir l'assurer. Et puis comme vous le savez, c'est un peu la période de contagion. J'ai un petit ange à la maison qui tousse dans tous les sens à côté de moi. Donc on assurera cet épisode de manière hybride aujourd'hui et je compte sur l'équipe pour me backuper si jamais je dois disparaître en catastrophe. Néanmoins, voilà, comme je le disais, épisode 9, ça fait déjà 9 épisodes, ça fait même 11 épisodes parce qu'on avait 2 épisodes spéciaux cette année. Donc c'est aussi un épisode bilan de l'année. C'est notre première année des Têtes dans le Cloud. On fera un petit récap des meilleurs moments, ce qu'on a préféré. On vous partagera aussi la wishlist. Et en attendant, bien évidemment, dans l'écosystème Microsoft, on a de la nouveauté. Donc on va se refaire le petit traditionnel tour des news. Merci d'être à l'heure, l'équipe. Je sais qu'on a eu un petit chronomètre qui a été relancé. Hein. Romain, je ne te juge pas. Et on va démarrer le sommaire avec l'annonce. Alors, aujourd'hui, dans les news, on va parler de la météorite Intel, la fameuse news hardware de la journée, enfin de l'épisode qui sera assuré par Kevin. On ira voir du côté de Copilot Studio pourquoi Hello Jarvis. Là, c'est le petit clin d'œil de Romain qui nous expliquera tout. Enfin, je vous expliquerai comment Azure OpenAI est en train de découvrir la vue. Grosse nouvelle importante dans l'écosystème Azure et IA. Et Benjamin terminera sur une petite note de bonne humeur, on va dire, avec encore une histoire de mèche et toujours le mèche qui revient. À côté de ça, ce sera les 1 an des Têtes dans le Cloud qu'on va évoquer. Donc, petit bilan de l'année, voilà, quelles ont été les news que l'on retient, qu'est-ce qu'on a préféré et qu'est-ce qu'on peut-être on changera, les bonnes idées pour l'année prochaine. Et d'ailleurs, n'hésitez pas sur le chat, sur Twitch, à nous partager vos recos, vos bonnes idées, les épisodes spéciaux que l'on pourrait faire, les invités. On est preneurs. Et on finira sur la wishlist de Noël, ce qu'on espère côté produit, qu'on n'a pas vu arriver cette année et qu'on aimerait beaucoup avoir dès janvier. J'en profite pour saluer à tout le monde sur le chat, notamment Roger69, qu'on a évoqué plusieurs fois dans les épisodes et qu'on a rencontré physiquement. Donc j'en suis ravi. Je sais qui tu es, Roger. Et voilà, continue à nous animer, à commenter. On apprécie ça. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux. Et c'est ce qui nous fera continuer en 2024. Pour démarrer, je vais passer la main du coup à Kevin. Explique-nous ta petite news hardware. La dernière de l'année, elle a intérêt à être bien. Ouais. Qu'est-ce que la météorite Intel qui débarque dans la place, dans la battle de l'année? Yes. Alors, Intel, je pense que tout le monde connaît, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est c'est une grosse entreprise en fait qui est leader dans le marché des CPU. Donc, dans votre ordinateur, tous les processeurs que vous avez, je crois qu'ils occupent 80-90% du marché à peu près, donc ils sont très très lourds. Et sauf que ce qui s'est passé sur les 2-3 dernières années, c'est qu'ils se sont retrouvés tout d'un coup dans une situation de challenger, parce qu'il y a AMD, son rival de toujours, en fait, qui commençait à sortir des masterclass, en fait, et des puces, en fait, beaucoup plus efficientes que celles d'Intel. Donc, un rapport puissance consommation qui était très intéressant. Et il y a Apple derrière qui a carrément abandonné Intel sur toute sa gamme de produits d'ordinateurs, fait ses propres puces maison, avec des performances qui étaient supérieures et une consommation énergétique qui était largement inférieure. On avait eu la dernière fois. C'est ça. Exactement. Ouais. Donc là, en fait, en plus de ça, il y a à peu près 1 mois, 2 mois, il y a Qualcomm qui s'y est mis et a présenté ses dernières puces ARM pour PC en partenariat avec Microsoft et Windows pour justement proposer des ordinateurs beaucoup plus efficients avec une puissance importante. Et le point commun avec AMD, Apple et Qualcomm, c'est que derrière, ils ont, eux, intégré des NPU. Donc, c'est la fameuse puce dont je parlais qui est dédiée en fait aux tâches d'intelligence artificielle. Et Intel, en fait, était un peu à la traîne là-dessus. Donc, il y a quelques semaines, ils ont enfin annoncé leur dernière puce. Donc, déjà, ils ont changé les noms. Ils ont abandonné la lettre I. Oui, c'est ça, on a i7, C'est ça, normalement, c'est i3, i5, i7. Donc, ils ont abandonné le I. Ils ont appelé ça... C'est J. Non, ils ont appelé ça Core Ultra. Donc, c'était la dernière société tech qui n'avait pas utilisé le mot Ultra encore. C'est bon, on y est. Donc, c'est bon, on y est, Ultra.
Et la particularité On parle Intel, pas c'est assez que de l'impact des changements de nom quand même. Hein. c'est ça, quand même C'est comme les ultra. changements de licence sur FIFA et PS, ça a un impact forcément. C'est ça. Et Intel, eux, ce qu'ils disent carrément avec cette puce, en tout cas, c'est la stratégie qu'ils ont derrière, c'est que c'est le plus gros changement pour eux dans leurs 40 ans d'histoire. Ok. Rien que ça. Rien que ça. Ni plus ni moins. Voilà. Donc en gros, qu'est-ce qu'ils ont mis dedans? J'espère C'est qu'ils que- se passent ça chaque année quand même. Hein. Ouais, c'est ce que je suis en train de me dire. C'est non, que parce bon, que chaque année, en fait, ils sont vachement, on va dire, assez timorés en fait, dans les bilans d'investissement. Ils se disent, bon, bah, on est encore en retard sur, notre, sur nos annonces. En fait, Intel a démocratisé ce qu'on appelle le tic-tac. En fait, tic, c'est une nouvelle rupture vraiment technologique, et le tac, c'est une optimisation en fait, de ce qu'ils ont fait Ok. pendant le tic. Sauf qu'en fait, ça fait des années que ça fait tac, 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 alors que les autres, en fait, font que des tics, d'une année à l'autre, Ouais. grosso modo. Donc, eux, ce qu'ils ont annoncé, c'est que ils restent sur leur architecture x86. Donc, ça, Ok. c'est un peu voilà, ce qui se fait standard comme AMD. Sauf que, en fait, ils prennent un peu la même chose que fait Apple en termes d'architecture, c'est-à-dire qu'ils ont des puces maintenant efficientes. Donc, on a des puces, en fait, qui consomment 15 watts, 25 Ouais, watts. c'est vraiment rien par rapport à 65 par rapport watts à en avant, kit, c'est quoi ouais. genre Par rapport à avant, là, par exemple, les Question grosses piège. puces, non, les grosses puces là qu'ils ont annoncées sur la gamme Ultra, c'est 115 watts en turbo. Aujourd'hui, les grosses puces sur la précédente génération, c'est 170 watts, 200 watts. Ok, donc c'est limite un rapport du Ouais. simple au double quoi. Donc ça, Ok. c'est intéressant. Donc, ils se sont inspirés de la méthode SoC de toutes les puces ARM qu'on a sur les smartphones, Apple, Qualcomm, et ils ont mis leur premier NPU sur les puces grand marché. Ok. Donc ça, c'est vachement Donc intéressant. accès à la nouvelle technologie à un plus Alors, grand- et ils ont Intel, vu qu'ils sont implantés depuis des années en fait sur le marché des ordinateurs avec leur partenariat avec Windows côté Microsoft. Ouais. En fait, ils se sont rapprochés de 100 éditeurs, incluant Adobe, des éditeurs de jeux vidéo, pour qu'ils puissent profiter en fait de ce NPU, et que tout ce qui est traitement d'intelligence artificielle qu'on trouve de plus en plus dans la suite Adobe et sur Photoshop, Ouais. sur Adobe Premiere, et ben que ça soit traité localement en utilisant le NPU pour avoir un avantage concurrentiel. Mm. Donc ça, c'est la première chose. Donc même si aujourd'hui, en puissance, ils sont quand même un peu derrière sur la partie NPU qu'Apple et tout, c'est une grosse étape qu'un acteur comme Intel le fasse, déjà. Ouais. Et ils ont fait profiter déjà de ces changements, on va dire, dans la partie serveur, sur les processeurs qu'on trouve côté Azure, notamment. Et ils ont identifié des gains de performance de l'ordre de 40% sur l'inférence, donc c'est-à-dire sur l'utilisation de modèles déjà pré-entraînés de LLM, par Ok. exemple. Ils ont testé sur des modèles de 20 milliards de paramètres, et déjà, ils voient 40% d'efficience. Un bon début. Voilà, c'est un bon début. Et pour rappel, un NPU sur des tâches d'intelligence artificielle, par rapport à un GPU, qui sont traditionnellement utilisés, c'est en consommation 19 fois inférieur, Ok. en termes de consommation énergétique. Donc Ouais, voilà. donc Est-ce c'est que aussi. c'était, Vas-y, vas-y. Kevin, quelque chose qui était attendu de la part d'Intel? C'est-à-dire là, on a bien vu que cette année, c'était un peu quand même la course à l'IA et à ceux qui se positionneraient avec les briques de demain. On n'avait pas eu grand-chose globalement côté Intel cette année. Non, en fait, c'est des années qu'ils en parlent. Ils disent, vous allez voir, on arrive, on arrive, on arrive. Donc c'était teasé, ça fait 2 ans qu'ils teasent ça. Mm. Ils teasaient ça en même temps avec leur changement de procédé de gravure en 4 nanomètres. Et là, c'est cette année, ça y est, enfin, ils ont lancé. Et les premiers tests montrent que, en fait, c'est quand même un sacré gap, ça va Ouais. dans le bon sens. Et il y a déjà 230 ordinateurs qui ont été annoncés avec ces nouvelles puces-là. Donc, Ouais, type ça- d'ordinateur. modèle d'ordinateur Modèle différent. ouais, c'est ok. Donc voilà, c'est. Parce que si non, juste c'est que ouais, 230 en volume. PC, c'est toujours- Non, mais Waouh. c'est ça qui est vachement intéressant. Donc, C'est la vente Fnac de demain, quoi, sur un magasin. C'est Quoi. ça. mais ça montre que voilà, un acteur comme Intel qui est qui domine le marché depuis des années, le fait d'avoir quand même de la compétition sur un secteur Ça qui lui nivelle était vers le acquis, ça nivelle vers le haut. Ils se sont retrouvés en situation de challenger pour la première fois en 35 ans d'histoire, Ouais. 40 ans d'histoire. Et du coup, voilà. Tu sais, Et Kevin, ils jouent la mémoire courte quand même. Hein. Intel, ils étaient tout seuls les leaders sur le marché il y a encore que 17 ans de ça. Hein. Non, il y avait AMD toujours, mais ils étaient, AMD, ils étaient tellement challenger, loin. En fait, c'était tellement loin qu'il n'y avait plus personne. Oui, voilà. Il n'y avait Non. plus personne. Mais là, Mais c'est ils Intel jouent- qui se Je positionne en trouve qu'ils challenger. jouent un peu l'annonce, elle est bien. Je trouve qu'ils jouent juste un peu la victime. Et les mecs, en 40 ans, ça fait juste une quinzaine d'années que vous êtes plus le top moumoute et que vous êtes deuxième. Ouh, deuxième, mon Dieu. Enfin, Les actionnaires, ils aiment pas trop ça. ouais, être deuxième, Ouais. c'est bon, ça Non, va, mais gars. en fait, tu vois sur un détends-toi. marché où l'IA en fait prend de plus en plus de place, Oui, on bon, en ça, a parlé c'est tout au long de important. l'année. En fait, tu vois une société comme Intel qui a rien sorti de distributif. C'est En fait, différenciant, oui. ouais, c'est un peu comme la voiture électrique. Tu vois, tu as plein de personnes qui étaient en hégémonie en fait, qui se retrouvent tout d'un coup à la position de challenger et on dit bon qu'est-ce que t'attends Ouais, qu'est-ce qu'on fait maintenant là
Qu'est-ce qu'on fait? Et j'ai lu un ou deux articles terribles qui expliquent justement le risque de louper le virage sur des sociétés comme ça, et pour certains qui ont fait les mauvais choix il y a 10 ans, mauvaise techno, etc., qu'ils payent aujourd'hui. Ouais. Et en tout cas, Kevin, je voulais te remercier parce que cette petite news hardware qui paraissait exotique au début de l'année quand on l'a commencé, on voit qu'elle est tout à fait dans l'ère des choses qui nous intéressent côté IA et qui nous animent côté Microsoft. Et je te l'ai dit, tu le sais, mais j'ai mis sur ma to-do, sur ma wishlist de Noël, The Cheap War de Chris Miller, qui est un bouquin apparemment extraordinaire à lire, qui raconte justement un peu la guerre des classes et des acteurs qui font le marché, parce qu'aujourd'hui, si l'IA est possible, elle est possible par ces acteurs-là, jusqu'à ce que Microsoft prenne son autonomie, mais qui font les puces, qui font le hardware et qui supportent tout ça. Et c'est souvent un monde qu'on sous-estime, nous, quand on est côté logiciel. Mais il y a une vraie lutte des classes, et il y a même une lutte géopolitique un peu plus large qui se fait dans le monde au sujet de ces acteurs-là. Donc j'aurais beaucoup appris de choses grâce à toi, Kevin, cette année. De rien, Kevin. Merci à toi. Et Roger X69 qui nous dit Nokia a raté le virage, par exemple. Bien évidemment, ça fait partie des... Oui, Nokia, BlackBerry, et trucs comme ça. Motorola, ils ont disparu du jour au lendemain. On va changer de sujet si tu as fini, Kevin, là-dessus. Ouais, c'est pas éloigné. Pour avancer un petit peu. Alors, du coup, Hello Jarvis. On change même pas de sujet. Sur lequel on n'était pas d'accord, Romain. Explique-moi tout. Pourquoi Hello Jarvis? Déjà, tu vois, low-code. On reste dans l'air du sujet. Bien sûr. Et, si on peut parler d'IA, oui, on parle. Les grosses news qu'il y a eu de fin d'année, c'est globalement Copilot Studio. Qui est la partie qui permet de personnaliser des copilotes pour soi dans l'écosystème Microsoft. En quoi c'est news? En fait, ça existe depuis un moment, mais c'est de la public preview, de la preview pour certains pays, dans certaines langues. Ce qu'on a annoncé quand on a couvert le Power Platform Friends Summit, maintenant il y a quelques jours de ça. D'ailleurs, on voit le petit tour de cou qui est juste derrière Kevin. Oui, petit clin d'œil. À ce bel événement de la communauté Power Platform. Voilà, quand on était là-bas, la grosse annonce, c'est que ça arrive en français. Suivant les rollouts, suivant les gens, ça va être entre décembre et janvier. Et donc, globalement, pourquoi c'est intéressant? Et qu'est-ce que c'est Copilot Studio? Déjà, parce que je pense que... déjà, reprenons un peu... déjà, tout a du mal, hein, tout s'appelle Copilot. C'est vrai. Donc déjà, ça aide personne, hein, mais c'est le gros mot pour parler d'IA. Mais Copilot Studio, c'est quoi? C'est un espace dans lequel, en fait, toute personne, en fait, dans l'entreprise, elle a son IA, son Copilot. Oui. Sauf que, en fait, l'idée, c'est qu'elle a tous les outils pour le personnaliser et l'améliorer. Donc, c'est-à-dire, l'exemple, on va commencer par de l'exemple. Tu lui demandes de te faire de l'analyse de factures. Il va dire, c'est bien, mais... de base, comme ça, je ne sais pas ce que c'est tes factures, je ne sais pas où elles sont. Et l'idée, il fait OK, vas-y, on bascule dans le studio. Donc, c'est le bot qui lui dit clique ici pour m'apprendre de nouvelles choses. Contextualiser un peu, quoi. C'est ça. Et là, tu arrives dans le studio et puis tu échanges avec lui. Tu rajoutes le connecteur pour aller charger tes factures, les actions pour les déplacer. Donc, il y a un petit côté low-code. Ça ressemble un petit peu à ceux qui ont fait des workflows, ce genre de choses. Mais tu vas aussi le connecter un peu partout. Donc, l'idée, c'est de faire ton propre Copilot. Tu as un Copilot de base qui peut même être déjà vu d'un point de vue entreprise avec des choses qu'on va lui apprendre d'une façon globale par rapport à ton service. Donc, tu vois, tu as déjà quand même un côté un peu descendant. Oui. On va le personnaliser. Tu es dans telle équipe, tu es à tel endroit. Tu vas avoir déjà ce bot déjà plus ou moins fait. Et ensuite, toi, tu vas pouvoir même le personnaliser, lui déléguer des tâches. Tu vas pouvoir des automatisations et le tout avec de l'IA. C'est arrivé vite. Pourquoi? Parce qu'à la base, c'était sur le moteur de chatbot. OK. Qui ferme, voilà, qui était du bon vieux de chatbot. On lui écrivait les questions et les réponses à l'avance, et puis référence à PVA, non? Oui, voilà, PVA. Je mets pas trop de gros mots. Toi, t'as mis une dose de gros mots pour un an, donc moi je vais vulgariser. Et voilà. Et donc l'idée, c'est que derrière, tu vas vraiment pouvoir faire toutes ces personnalisations. Et donc, qu'est-ce qu'on a dedans? On a une partie builder, c'est comme une interface de chatbot, sauf que là, on est sur du prompt. On est sur
Et on va pouvoir lui dire, tu peux utiliser tel document, là tu vas sur du SharePoint, là tu vas dans des documents, là tu vas dans de l'Office. Pour le connecter avec des outils que tu utilises tous les jours. C'est ça, tu vas le connecter avec des sources d'informations, tu vas le connecter avec des plugins IA, c'est la partie un peu la moins low-code de... Enfin, les experts en IA trouvent que c'est facile, les gens qui en ont jamais fait, voilà. Mais tu as une partie connecteur Microsoft, donc toute la puissance de la Power Platform et des connecteurs qui existent pour interagir. Tu vas pouvoir aussi avoir le plugin builder qui va te permettre de créer des ensembles de tâches. Et là, ce qui est fou, et c'est ce qu'on a vu en démo et c'est ce qu'on peut faire, c'est que tu vas dire à l'IA ce que tu veux que le plugin fasse, elle va te générer le plugin. C'est des IA qui fabriquent des IA. En fait, ChatGPT sait écrire du code de plugin. On dit ChatGPT. Copilot sait écrire du code de plugin. Là, tu cliques, je veux un nouveau plugin, tu lui expliques ce que doit faire le plugin, il le crée. Ok. C'est bien ça, Romain, le plugin étant un connecteur custom développé pour tout outil qui n'aurait pas déjà le connecteur natif de l'univers Microsoft, en imaginant que demain, beaucoup d'éditeurs sortiront le leur un peu officiel pour l'écosystème. Mais tu as les connecteurs, c'est des choses complexes avec du code. Les plugins, c'est un entre-deux. Bien sûr. Voilà. Et le dernier point, c'est qu'il y a aussi, il va t'aider à faire du prompt. Parce que maintenant, je pense que tous les gens qui s'intéressent un peu à l'IA et ceux qui ne le savent pas, un prompt, c'est l'art de poser une question à un chatbot. Et je le glisse là parce que j'en fais l'évangélisation. On dit pas bonjour à un chatbot, donne-moi des informations sur un match de foot. C'est en tant que, par exemple, au travail, moi, en tant que consultant dans tel domaine, expérimenté de tant de niveau, qui travaille. Enfin, il faut donner un contexte à un chatbot. Voilà. Et là, par exemple, il va aussi t'aider parce qu'on sait que les gens ont du mal. Donc, tu as tout ça. Qu'est-ce que ça peut faire ? Du coup, comme je l'ai dit, ça fait de l'analyse et de l'exploitation de connaissances. Ça peut identifier et résoudre et travailler sur des tâches. Et ça s'étend avec du Microsoft. Par contre, ce que ça ne sait pas encore pour le moment, mais tout plein de fonctionnalités très récentes qu'on a eues dans Bing Chat Entreprise. Donc, pour l'instant, le Copilot copain, il ne sait pas vous faire des vidéos, de la musique ou écrire un poème. En gros, il a pas encore rattrapé les capacités de création de contenu. Mais après, est-ce que c'est ce qu'on lui demande au niveau entreprise ? On veut qu'il rattrape le niveau, parce que générer des vidéos, par exemple, est sorti de Gemini ce matin ou hier de Google. La première chose sur laquelle ils l'ont évalué, c'est créer des campagnes de pub marketing et les vidéos et tous les contenus qui vont avec. Oui. Voilà. Donc, on débattra pas d'ailleurs de Gemini. Non, je pense que c'est le sujet d'avance. Il y a quand même beaucoup d'effets d'annonce. Tout le monde a dit du jour au lendemain, tu as eu tous les titres qui disaient Gemini a largement dépassé GPT-4 et derrière il y a eu finalement on parlait pas en direct à l'IA. On a accéléré les réponses. C'est pas tout à fait les prompts que vous avez vus qu'on a envoyés pour avoir ces réponses. Mais bon, ça arrive. Non, et puis même, de toute façon, le barème de notation qui est la qualité de permanence des analyses publicitaires, le gars qui fixe ce barème, il s'appelle Google. Et comme par hasard, soi-disant, son petit poulain, lui, il fait du quasi 100% de positif. C'est bizarre, hein, quand c'est le mec qui a écrit le barème de notation. Mais comme tu l'as dit, on attend de voir le mois prochain. Mais pour revenir dans les choses que ça fait pas, pour l'instant, ça ne remplace pas Copilot pour Windows. Il ne va pas... normal, hein, c'est dans le SaaS. Il remplace pas tout ce qui se passe dans le pack Office. En fait, tous les endroits où tu as déjà un Copilot incorporé, pour l'instant, tu touches pas. Mais c'est pour l'instant, c'est pas, on ne le fera jamais. C'est juste... pour l'instant, parce que mais ce qui est super intéressant, c'est qu'on commence déjà à avoir un métabot qui est capable de discuter avec des chatbots, qui crée ses petits plugins. Le tout, en plus, parce que là, la communication publique ne fait que parler Citizen Dev, faites vos trucs vous-même. Ouais. J'en ai un peu parlé au début. Ce qui est important, c'est que l'entreprise et l'organisation va pouvoir les pré-créer à l'avance dans des contextes pour les salariés. Et ce côté personnalisation, en fait, est un petit plus pour les gens. Ceux qui veulent le faire, tant mieux, mais tout ce que peuvent faire les gens pour eux, on peut le déployer pour des groupes de personnes. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut personnaliser très facilement pour des groupes de gens. Okay. Et on perd le défaut des chatbots pour rappeler pourquoi ça marchait pas bien avant les chatbots, parce qu'on en a fait plein. Un chatbot, avant, c'était « je dois écrire les questions ». Et toutes les variantes et écrire les réponses. Oui. En moyenne, tu tournais entre 70 et 100 variantes d'une formulation de questions pour une réponse donnée obligatoire et écrite. C'était un investissement de préparation qui était énorme. Et surtout de maintenance. Alors, c'est pour ça que tous ces sujets-là sont hyper importants. C'est qu'on a tous les langages, tous les LLM, etc. On va vraiment faire un pas en avant. Et donc, c'est vraiment ça qui est cool.
Voilà. Romain, ce qui est intéressant, enfin, c'est bon, ça poursuit dans la stratégie, c'est que le Copilot Studio, on l'avait annoncé suite au dernier Ignite côté M365, hein, et en effet, je pense que tu fais bien de pointer, on ne sait pas encore d'un point de vue stratégique si ce sera le même pour tous ou si on aura un côté low-code, un côté M365. Par contre, ils sont en train de s'intégrer. Et alors, la news, c'est qu'ils s'intègrent entre eux quand même. Ouais. Ça, c'est beau. Entre eux. Et ça commence à s'intégrer entre eux dans l'écosystème 365. Et on pourrait imaginer que du coup, côté low-code, vous ayez la main pour faire ces bots verticalisés finalement et les mettre à disposition demain peut-être de l'écosystème M365. En fait, c'est ça. Non, Copilot Studio, ça devient le papa de tout le monde. Il est transverse. Okay. Et ce que je disais, c'est que dans les briques qu'il a ses briques à lui, il a accès aux briques Power Platform et Low Code, il a accès aux briques plugin, il a accès aux briques M365 et connecteur et chatbot 365, et il a accès à la brique prompt. En gros, Copilot Studio devient le chapeau transverse de tout l'écosystème professionnel. Et il y a un terme que je vais expliquer parce que c'était aussi le rêve de tous ceux qui font des chatbots, c'est le métabot. On s'est rapidement, même avant l'arrivée de ChatGPT, rendu compte que dans les bots, si on voulait avoir un bot qui répond à beaucoup de cas d'usage, en fait, ce sera un assemblage de bots. Finalement, on aura un entonnoir et on redirige vers le bon cas une fois qu'on a identifié le contexte pour avoir finalement des bots ultra spécialisés. Et ça, c'est un peu ce qu'on évoque aussi quand on parle de ChatGPT et du multimodal. C'est que finalement, ChatGPT, demain, aura plusieurs modes, plusieurs moteurs d'IA qu'il pourra appeler en fonction du cas et de quel modèle répond le mieux à votre question. Et tu me fais le mot de la fin parce qu'en fait, sur le sujet, l'idée, en fait, c'est qu'on y est. Parce que le scénario classique, pour résumer Copilot Studio, c'est ça, c'est je lui pose une question. Il me dit qu'il ne sait pas répondre, mais que dans l'organisation, il y a des modes, des modules, des plugins, des choses qui pourraient répondre en lui filant un petit tuyau pour le paramétrer et leur dire quoi faire. Du coup, il t'emmène dans un studio dans lequel lui-même, il va t'aider à écrire le code, voire le générer, pour s'auto-améliorer et pouvoir répondre à ta question en exploitant les autres modes et les autres chatbots qui existent pour ensuite s'être amélioré et pouvoir enchaîner et continuer la tâche quotidienne. Donc en fait, ils vont même au-delà du métabot qui, je le pose, il est connecté à plein d'autres et il se démerde. Non, là, c'est plutôt, oui, je suis déjà connecté à plein d'autres et je suis capable de te dire que, s'il te plaît, si tu veux, aide-moi à me brancher à d'autres sources et à les comprendre pour m'améliorer. Donc en fait, ce que Microsoft fait, c'est que tout le monde attend le métabot. Eux, ils ont fait un tic, comme tu as dit, ils ont fait one step further, on fait pas que du métabot, on fait même, je vais chercher à fabriquer avec toi les métabots qui me manquent pour répondre. Et c'est ça qui est fou, en fait, voilà, j'ai expliqué un peu de technique avant, mais la folie à retenir, elle est là, c'est qu'ils sont passés du stade, il y a des chatbots, les gens veulent des métabots, non, nous, on est carrément on s'auto-améliore et on se fabrique le métabot au quotidien ensemble. Voilà, c'est ça l'idée. Parfait. Et tu vas me faire une bonne intro pour la suite parce que j'ai un petit lien vis-à-vis de ça. On va enchaîner du coup sur la troisième news que je vais porter qui concerne le monde Azure et notamment Azure OpenAI qui découvre la vue. Alors, c'est une news qui date d'il y a un peu plus d'une semaine, qu'on avait annoncé il y a peut-être quelques temps parce que ça fait un moment qu'on annonce que GPT-4 sera en mesure de comprendre de l'image et de la vidéo. Alors, ça a été disponible sur GPT-4 plus rapidement que sur Azure. Ce n'était pas encore dispo sur Azure. La preview a été annoncée il y a moins de 10 jours, là, globalement. Et du coup, on a ce qu'on appelle maintenant GPT-4 Vision. Alors, plus précisément, c'est dans le dernier modèle annoncé à l'Ignite, qui s'appelle GPT-4 Turbo, qui est un modèle un peu plus light, moins coûteux, qui permet, malgré tout, qui a des avancées qui permettent d'ingérer plus de tokens, etc., plus de texte, globalement, en entrée. Et c'est dans celui-là qu'on a une espèce de sous-section, finalement, quand on sélectionne dans Azure notre modèle, qui s'appelle maintenant GPT-4 Turbo Vision, et qui va nous permettre de l'interroger en lui donnant de l'image en entrée, du coup. Donc ça, c'est extrêmement puissant. Pourquoi ? Parce qu'on voit déjà beaucoup de cas d'usage arriver. Globalement, alors ce qui avait été cité assez rapidement, c'est, je ne sais pas, une photo d'un accident de voiture.
bêtement, décris-moi la scène, qu'est-ce qui s'est passé? Et ce qu'on voit, c'est que GPT finalement est en mesure d'expliquer, on voit qu'il y a un camion à gauche, une voiture à droite, a priori c'est la voiture qui est rentrée dans le camion vu la position, et vraiment il fait une analyse assez exhaustive de la situation. Alors ça peut être du très descriptif pour dis-moi tous les objets là qu'on a dans le studio, les têtes dans le cloud, des choses comme ça, il saura dire les personnages qu'il y a dans la scène, des choses comme ça. Et après on peut aller un peu plus loin, c'est-à-dire que en tant qu'outil de computer vision, donc de détection assistée par, de l'image assistée par ordinateur, il est capable par exemple aussi de faire de l'ossérisation, donc l'extraction des caractères. Donc si je lui donne mon constat de voiture, par exemple, et que je lui donne d'autre part la photo de l'accident, je peux lui dire, est-ce que tu penses que finalement le constat est équivalent à ce qui s'est passé dans la photo de l'accident? Parce qu'il va pouvoir extraire les caractères du constat et les comprendre, si c'est correctement écrit, hein, l'écriture manuscrite est toujours un challenge, comprendre peut-être le petit schéma qu'on a fait, donc là un peu comme la démo de Gemini dernièrement. Hein, il faut du niveau pour comprendre les dessins de constat quand même, hein, parce que tout le monde n'est pas l'artiste. Mais l'idée est là et ça fonctionne pas trop mal en vrai, hein, on a plutôt de très bons résultats, et comparer ça avec une autre scène en analyse, et le tout te répondre textuellement en disant non, je pense que il manque cet événement qui est présent dans la scène mais qui n'a pas été décrit, ou des choses comme ça. L'autre point, c'est on pourrait imaginer sur tout ce qui est analyse de conformité. Vous avez de l'étiquette produit, vous avez des campagnes marketing, des choses qui doivent respecter certaines règles. On peut très bien fournir ces règles-là du coup de conformité à GPT et lui dire est-ce que d'après toi cette image, cette étiquette, cette promotion respecte nos guidelines internes, et il vous dira, il ressort comme une petite matrice go-no-go, hein, un petit tableau en disant sur ce point-là oui c'est conforme, sur ce point-là c'est pas conforme, et ça marche très très bien. Alors la news importante quand même à rappeler, je pense, dans ce que tu es en train de dire, c'est que c'est surtout la facilité de le faire, parce que tous les scénarios que tu décris là, en vrai, on savait même les faire avant même que ChatGPT soit connu du public. Parce qu'on le faisait c'était les sujets d'IA que tu décris, en fait, mais c'était très lourd et très complexe à mettre en place. Mais on en avait fait, même nous-mêmes, on en avait fait. Mais la gros plus, c'est que ce que tu es en train de dire, c'est que c'est à la limite du claquement de doigts. Exactement. En fait, c'est ça la nouveauté, c'est pas de traiter ces scénarios qui est nouveau, parce qu'on sait déjà le faire depuis longtemps, mais c'était des longs projets très compliqués. J'irai pas, Romain, jusqu'à on sait le faire depuis longtemps, parce que un certain temps. Typiquement, si on se dit analyse de règles de conformité, ça aurait été du dev énorme pour implémenter chaque règle de contrôle une par une. Ça aurait été que du custom à chaque case qu'on aurait eu à implémenter. L'aspect descriptif d'une image, ça commence à arriver depuis longtemps, hein, notamment sur les PC Windows. Souvent, vous voyez sur les fonds d'écran en veille, ça décrit la scène, des choses comme ça. Ça fait un moment que Microsoft commence à intégrer ces descriptions, et puis je pense qu'il y avait toute la partie Azure Video Indexer qui permettait de le faire de mémoire. Donc, bien évidemment, ça tombe pas de nulle part. Par contre, aujourd'hui, finalement, c'est que le LLM, en tant que techno, naturellement, c'est le faire, et de manière du coup comparable à ce qu'on faisait avant, comme tu dis, en résultat, voire beaucoup plus complet, parce qu'il est capable de faire l'ossérisation, plus la description de scène, plus l'analyse de règles particulières qu'on lui donne, et en un claquement de doigts. On est et le côté un seul outil, il y a un côté anneau unique. Parce qu'avant, il fallait un outil. En fait, chaque truc, c'était un outil, une techno, et même pour les pros, des compétences différentes. Exactement. Donc tu devais être plusieurs personnes sur un projet lourd à coordonner. Là, ce qu'on dit, c'est globalement, tu vas être sur des équipes réduites avec un seul outil qui vont pouvoir le faire. Alors, de façon meilleure qualitativement, et en plus plus facilement. Je vais te dire, Romain, en toute modestie même, c'est qu'aujourd'hui, on a des clients qui n'ont pas de compétences IA du tout, qui viennent vers nous en disant, regardez ce qu'on a fait avec GPT-4, pour prendre ce qu'il y avait avant l'arrivée d'Azure OpenAI Turbo Vision, là, et qui me disaient, regardez comment ça marche bien sur nos règles métiers, et on n'y aurait pas pensé parce que ce sont des cas très métiers, et le client, finalement, juste en envoyant l'image et en interrogeant le bot, se rend compte qu'il y a des super résultats. Donc, Kevin, oui. Ouais, pardon, vas-y. Vas-y, je t'en prie. Non, j'ai une question. Ton pronostic, c'est quoi? Parce que là, du coup, il y a des modèles déjà, tu sais, sur comme tu dis, la détection d'images, la détection de sujets, tout ce qui est ossérisation.
Toi, tu penses que ces modèles-là vont quand même continuer à exister à part, ou on va se diriger vers un modèle pour tous, Alors, les contrôler, pour tous régner, à ton avis? Ça s'appelle Skynet. C'est sorti cet été d'après le lore Terminator. Non, je pense que ça n'empêchera pas d'avoir des modèles de computer vision très spécialisés, parce qu'on le voit, il y a notamment quand on va faire de la détection d'anomalies, par exemple de comportements un peu exceptionnels dans de l'image, etc. Bah, il faut beaucoup d'images d'entraînement par rapport à l'angle de caméra qu'on aurait utilisé pour un moment arriver à avoir la notion d'anomalie. Par contre, sur les compétences de base en détection d'image et explicabilité d'une image ou de choses comme ça, aujourd'hui, en effet, ça va rapidement dépasser des modèles de base de vision, mais ça ne va pas dépasser parce que c'est pas. Enfin, encore une fois, ce ne sont pas les mêmes technologies, donc ça va venir compléter, permettre de faire d'autres choses, et on va le rentrer dans le panel des outils qu'on peut utiliser quand on fait de la vision. On verra rapidement ce que GPT peut faire très facilement, plus que d'autres. Et par contre, là où on a besoin de modèles ultra spécialisés, qu'on continuera d'entraîner vraiment parce qu'on a des enjeux de risque, de sécurité et qu'on veut des modèles très très spécialisés. On aura besoin des deux. La deuxième petite news que je vous mets donc en tout cas moi je suis extrêmement content de cette arrivée. On l'attendait parce que d'habitude ça arrivait un peu plus vite, je trouve, en décalage entre les deux. Ça avait mis un peu de temps à arriver depuis l'annonce de GPT-4, et d'un point de vue métier pour nos clients, c'est extraordinaire ce qu'on va pouvoir faire avec. Ça vient vraiment ouvrir un champ des possibles incroyable. La deuxième news, c'était l'arrivée du Semantic Kernel. Alors pareil, petit point technique, mais ça va faire le lien avec Romain. En version 1.0, Semantic Kernel, on en avait déjà parlé, je pense, dans un épisode. C'est un espèce de un middleware, un orchestrateur qui va venir, quand on discute avec ChatGPT, identifier s'il a besoin de lancer une action autre que celle que l'on a dans la conversation en aller-retour. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que globalement, il va pouvoir déclencher des actions dans la conversation. Je vous donne un exemple. Et on en revient aux fameux plugins que tu as évoqués, Romain. Si j'ai mon bot, je construis un chatbot support client et je lui dis, bah tiens, est-ce que tu pourrais me dire sur Monsieur Intel, quels sont, apparemment il nous a appelé la semaine dernière, quels sont les tickets qui ont été montés et sur quel sujet? Bah ça, je ne l'ai pas forcément dans ma base de connaissances derrière le bot que j'ai construite, parce que ma base de connaissances, si je fais du bot support, ça sera peut-être plus toutes les Q&A et la doc technique, par exemple. Par contre, c'est une info que je vais avoir dans mon outil de ticketing, type un Jira. Donc, en fait, qu'est-ce que va faire GPT à ce moment-là? Il va identifier qu'il ne l'a pas en connaissance. Par contre, qu'on lui a donné accès à Jira via un plugin, ce fameux connecteur entre les deux, et il va lui-même aller faire les requêtes nécessaires à avoir cette information dans Jira. Donc, finalement, et on le voit dans le code, c'est assez impressionnant, il s'auto-interroge en disant « on m'a demandé ça, ça veut dire qu'il faut que j'aille chercher telle info ». C'est dans Jira qui est un outil de ticketing. Je vais faire ma requête côté Jira et je remonte l'info. Donc ça, pareil, le Semantic Kernel, qui est poussé par Microsoft, qui a son concurrent ou pas concurrent d'ailleurs, qui s'appelle LangChain du monde open source. Et je crois d'ailleurs que les deux sont open source, mais il y en a un qui est poussé par Microsoft plus particulièrement. Sont deux outils extrêmement puissants pour de la scénarisation autour du monde Azure OpenAI et pour donner de la compétence au bot, et c'est peu ou prou ce qui repose derrière Copilot quand on va faire appel au widget, c'est que ce sont les mêmes mécanismes qu'intervient, c'est certainement ce que Microsoft a dû utiliser comme techno pour justement à un moment sortir de l'aspect purement conversationnel et aller vers le fait d'appeler soit un autre bot, soit un outil tiers externe pour avoir c'est la deuxième étape. Là, dans Copilot Studio, on est dans l'étape où il y a un humain qui rassemble les possibilités et lui confirme qu'il les utilise. Oui, mais Romain, c'est ça, par exemple, qui va permettre d'identifier que tu as besoin d'appeler un de tes agents spécialisés plutôt que ton bot principal. Mais ça, par contre, on sait que c'est déjà prévu parce que c'est au mois de mai quand ils nous ont montré la méga alpha de ce que ça doit être à terme, donc dans plus longtemps. C'est prévu qu'il y a toute une partie il se débrouille tout seul. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il te dit j'ai besoin que tu m'aides à valider les connexions, les machins, les trucs à droite, à gauche. Ça, c'est le scénario intermédiaire qu'on a là, maintenant, tout de suite. Le scénario final qu'on a vu dans la version de démo du mois de juin, c'était ça. C'était avec Semantic Kernel à l'intérieur qui s'occupe de dire « j'ai accès à tout ça ». Par contre, ça pose d'autres problématiques. Dans le monde perso, c'est rigolo. Dans le monde pro, ça pose énormément de problématiques de gouvernance. Parce que, attention,
le chatbot, il faut faire attention à quoi tu lui donnes accès, parce que sinon, il va de lui-même aller se connecter là où tu n'as pas envie. Donc, il y a un gros même quand ça sera prêt, il y aura un gros sujet de gouvernance d'entreprise à faire pour être sûr qu'avant d'ouvrir les vannes, alors que tu vois, la Copilot Studio en l'état, tu peux ouvrir les vannes. Il n'y a pas de problème, les connecteurs, il faut les accès, il faut les machins. Demain, il y aura un gros travail d'anticipation de gouvernance des entreprises pour s'assurer que le côté sémantique kernel automatique n'aille pas... parce qu'on sait qu'il va se passer des misères. Quand on a ouvert en 2013, on a ouvert Delve, enfin même 2010 avant d'ailleurs, mais plus 2013, ça s'est vu chez les clients. Voilà. Mais c'était l'exemple, parce que 2010-2013, quand on avait toutes les briques à la Delve, combien d'entreprises, du jour au lendemain, sur la page d'accueil salarié, ils se retrouvaient à voir des documents de COMEX ou de CODIR? Ouais, non, mais c'est évident, Romain. Non, mais c'est un peu différent. Non, c'est pareil. On va avoir des connecteurs, on va se retrouver avec des connecteurs qui vont aller chercher là où il ne faut pas. C'est évident. Là, c'est un peu différent, parce que tu as Delve qui est intégré d'office, en fait. Oui. Donc, c'est une mauvaise pratique de partage qui a fait que Delve, en fait, avait beaucoup trop de choses. Alors que là, de ce que le sujet est commun quand même. C'est-à-dire que tu vois. Non, le problème, c'est que de base, tout est toujours ouvert. En fait, la Power Platform, même, c'est pareil. Ça. On peut mettre une gouvernance en place et limiter les connecteurs, mais de base, tous les connecteurs sont là. Et en fait, on sait que ça sera pareil. Pour que le sémantique kernel et le Copilot Studio fonctionnent, on sait que un jour, les entreprises vont se réveiller avec tous les plugins qui marcheront entre eux, et il faudra que l'entreprise tout de suite coupe et ensuite régule. Ouais, mais sur beaucoup d'outils Microsoft, la même chose. De tous les éditeurs, on dit Microsoft. Ouais, ils laissent ouvert toutes les fonctionnalités et après il faut gouverner. C'est ça, mais du coup, il ne faut pas louper l'étape de gouvernance. La gouvernance et l'accessibilité de manière sécurisée aux sources internes de l'entreprise va être un enjeu clé, que ce soit sur M365, Power Platform ou Azure, parce que plus on va donner de moyens d'action à un bot, quel qu'il soit et où qu'il soit, plus on devra s'assurer que finalement il n'est pas en mesure lui-même de déclencher. Et par exemple, pour aller dans ton sens, un des principes qu'on regarde côté Azure, c'est de dire à un moment, si je donne accès à un Jira, à ma base Jira, je ne lui donne accès qu'en lecture, parce que j'aimerais pas que de lui-même, il se vienne à se dire j'ai besoin d'écrire sur la base, et qu'il vienne peut-être parce que il a cette capacité d'action à aller, j'ai envie de dire, détourner la base ou réécrire dessus. Donc c'est un enjeu clé clairement de cette année, et de l'année à venir sur la gouvernance des bots. C'est plus ils auront de skills, plus il faudra s'assurer et assurer à nos clients finalement qu'on est en mesure de contrer toute volonté de dérive. Mais je pense on va fermer le. Mais c'est même au-dessus que ce soit des bots ou quoi que ce soit. Plus les outils pourront faire de choses, plus il faudra les gouverner. Point. Mais parce que ce qu'a montré les dernières années, là, on dérive un peu, mais c'est que les entreprises, il y a beaucoup de choses en fait qui restaient secrètes alors qu'elles étaient à la vue de tous. C'est juste qu'on ne savait pas où elles étaient. C'est juste qu'on ne savait pas sur quelles étagères elles étaient posées. Et aujourd'hui, quand tu mets la puissance de calcul, la puissance de recherche, la puissance des bots, et le traitement d'action à la seconde, des choses qui sont pas rangées, comme la porte est pas fermée, globalement, on s'est trouvé quoi. Mais cet enjeu, c'est un des gros enjeux qui arrive. Mais il y a aussi un autre sujet qu'on parle trop peu, je trouve, quand on n'arrête pas de parler d'IA là, et autant le glisser là. Moi, ce qu'on appelle la phase data ready. C'est-à-dire que quel que soit le sujet d'IA, de copilot, de chatbot, de tout ce qu'on veut, ça ne fonctionne que si on a des données qui ont été préparées, transformées et mises en place. Je vais citer une reprise qu'a fait Kevin côté Azure la dernière fois sur une intervention, c'est le shit in, shit out. Non, on dit garbage in, garbage out. Shit in, shit out. Non, mais c'est la fin de l'année. C'est la fin de l'année, mais pour le coup, il l'avait dit comme ça. Et du coup, tout ça pour dire qu'en effet, si la donnée n'est pas de qualité en entrée, forcément, ce qui sort de l'IA n'aura rien de magique, et on le constate bien trop souvent. Exactement. On va fermer ce sujet, je te laisse prendre la main, Benjamin, sur ton dernier point. Du coup, encore une histoire de mèche. On s'est amusé un peu, je crois, dernièrement. Très technique comme sujet. Moi, je suis genre, donc vos trucs d'IA, c'est technique vite fait. Moi, je vous parlais d'un sujet très technique qui s'appelle Microsoft Mesh. C'est le moment salon de coiffure. C'est pour ça que Kevin n'est pas venu. Il a dit, je suis pas. Je suis pas. Il comprend. Et en gros, l'autre jour, on en parlait. On a parlé il y a quelques mois des avatars, puis on a parlé de l'annonce de Mesh, puis on a dit ça va être peut-être bien ou peut-être pas ou peut-être que c'est pas. Et là on l'a testé. On l'a testé sans faire exprès. Enfin, moi je l'avais vu, mais j'ai forcé la main à Kevin en réunion. Où je prends son PC, je fais tiens,
rejoins-moi, je suis dans une petite réunion Mesh. Et donc on a pu le tester. Alors tout le monde peut le tester parce qu'a priori c'est dispo. C'est en release là. C'est en release ou c'est en public preview ou un En truc comme vrai, ça quoi. c'est depuis post-Covid que en fait des entreprises pouvaient aller dessus, mais là c'est une vraie diffusion. Là, Voilà, quoi. c'est ça. Donc l'idée c'est quoi? Rappelons-le, hein, c'est des salles de réunion virtuelles. Dans lequel nos différents Des petits salles de avatars réunion. sans jambes pourront se rejoindre et participer à la réunion, mais dans un environnement virtuel. Donc, principalement, il y a une grande salle qu'on a testée, dans laquelle on peut... On a même testé 3. On a testé 3 salles. La première, c'est genre où on peut... c'est juste... Il y a des sièges et tu peux partager l'écran de la personne et tu le vois à l'intérieur de cette salle virtuelle. Et après, tu peux aller griller des chamallows, tu peux aller jouer à lancer des sacs dans des petits trous. Écouter de la Tu musique. peux écouter de la musique. Tout ce qui est pas du tout en rapport avec le travail. Et puis c'est génial, c'est que déjà quand tu partages un document sur Teams, c'est déjà pas écrit grand. Et en plus, on te Mais le non, projette t'as une à l'intérieur. option. Mais non, t'as Oui, pas je sais, testé en... si, j'ai vu, t'as Il y a Il y a l'option. une option pour ouvrir en grand. Mais Non de mais base, voilà, tout ça pour dire qu'on l'a testé, il y a 3 environnements, il y a des environnements un peu plus professionnels, mais il y a des salles de réunion comme on pourrait avoir celle-ci, dans laquelle en fait il y a que des sièges, et donc tu peux pas aller faire de la musique dehors. Mais il y en a d'autres qui sont un peu plus grandes et où on pourrait imaginer beaucoup plus de gens. C'est rigolo, Ouais. Alors, ça marche ce qui est marrant, plutôt bien. Benjamin, c'est que c'est un peu vraiment comme déjà il y a un effet jeu vidéo, même si Ouais. c'est pas 4K ou 8K ou quoi que ce soit, il y a quand même un petit effet jeu vidéo qu'on retrouve qui est assez sympa avec des paysages. Il y a un au petit fond, effet etc. Sims, hein. Ouais. Il y a un petit Ouais. effet Sims. Quand tu te déplaces, les autres t'entendent pas si en gros tu sors Ouais, de il y a des l'endroit de zones. la salle. Ouais, il y a des zones, voilà. Etc. Donc ça il pousse quand même un peu l'expérience. Après, c'est vrai qu'on en discutait dans le Mesh tous les deux, parce que tu m'as Ouais. convié aussi à te rejoindre. J'ai invité mes copains. Du coup, T'es là, mais je t'ai vu aussi. de là à faire une réunion client, je sais pas. Pas sûr. Je vois pas l'intérêt tout de suite. Par contre, une réunion collab pour un workshop, un peu animer un atelier, enfin, pourquoi pas. Après, t'avais C'était ça des... qui était intéressant, Ouais. parce que la réunion qu'on a fait avec Ouais. Benjamin, elle a duré quoi, 1 heure. Ouais. Franchement, on l'a fait, c'était dans des bonnes conditions, Ouais. parce que du coup, on arrivait bien à suivre la réunion. Moi, ce qui m'avait vachement impressionné, c'était le traitement du son. Oui, par contre. C'est la spatialisation du son. spatialisation t'avais du la son, distance, elle est Même incroyable. gauche-droite. Ouais, elle est incroyable. Incroyable. T'arrives en fait à situer la personne. Et dans Teams, il y a une fonctionnalité que déjà beaucoup de personnes utilisent. En temps normal, c'est les Teams Rooms. Donc c'est en pleine réunion d'idéation avec 10, 15, 20 personnes. Tu peux splitter en créant autant de rooms qu'il faut Oui. pour que... Voilà. Oui, je vois. On a Et cette du coup, le information. principe là de Mesh, en tout cas les environnements qu'on avait vus, c'est que dès qu'on sort de l'espace réunion, où ils disent attention, les gens ne pourront plus vous entendre, C'est vous ça, ne pourrez plus les exactement. entendre. Pour moi, ça peut être sympa sur des gros Ouais, genre séminaires. déplacez-vous, vous allez là-bas, Voilà, vous allez des gros là-bas et chacun séminaires. entend son truc. Ça rend le truc un peu plus humain. Ouais, mais alors, du coup, moi, j'ai une vraie question. C'est quand on voit à quel point c'est complet. Parce que nous, on est entre geeks. Hein, et quand on bosse avec les clients, franchement, déjà, enfin, on ne veut pas faire le geek prétentieux, mais c'est encore en 2023, on a tous les jours des gens. Attendez, je sais pas allumer mon micro. Enfin, on va leur demander de se balader en 3D Non, dans déjà, un faut jeu leur créer vidéo un avatar. et leur faire créer un avatar et se balader dans un jeu vidéo. En fait, pour moi, l'idée, C'est elle est Romain qui porte fantastique. les offres chain chez nous. Justement, il y a une offre. Alors justement, comment créer votre premier Non, mais- avatar? L'idée, elle est fantastique dans les boîtes d'IT, les boîtes de R&D. Oui, on est d'accord. Mais Enfin, franchement, ouais, là où il y en aurait besoin, et ce que tu décris, parce que moi aussi j'ai animé des ateliers aussi de change, j'ai fait même des ateliers avec multilangue internationale, j'avais 25 personnes de 7 pays différents. J'aurais trop adoré pouvoir dire aux gens, alors répartissez-vous là pour les exercices, on se déplace ça. Sauf que moi j'étais avec ces gens, j'en avais une partie qui aurait, je dis pas que j'aurais une partie des gens qui étaient capables de le faire, une partie qui aurait lutté et qui aurait arrivé, j'aurais une partie qui aurait été abandonnée au bord de la route, parce qu'ils avaient déjà du La mal sélection. voilà. Darwinisme, c'est ça. Et c'est ça qui est dommage. Oui, en mais fait, là, c'est là, que- là, je te suis là-dessus, mais sur ce genre d'atelier, tu vois, typiquement, là, par exemple, il y a quelques années où j'avais commencé à utiliser Klaxoon, par exemple, pendant le Covid, en plus, avec 36 000 personnes en fait à distance, les gens connaissaient pas forcément spécialement, ils n'étaient pas suffisamment Ouais. mûrs, il faut partager le lien, il faut que... Voilà.
En fait, quand tu expliques correctement les conditions et tu t'assures en fait que chacun Ouais, commence, t'as tu prends qu'une fois, 10-15 minutes au ouais, début, bien sûr, voilà, c'est terminé. c'est ça. Et je pense que pour... Là, je suis pas d'accord parce que moi aussi j'ai fait du klaxon avec des gens qui en faisaient pas. On est tous les deux on était les premiers on n'a pas la même certifiés histoire klaxon. d'amour, toi et moi, Klaxon. Non, mais on était les premiers certifiés klaxon. Ça devient Et bizarre. un klaxon, c'est tu dis aux gens, prends ta souris, tu cliques à gauche, tu cliques en bas, double-clique là. Là, on dit aux gens, des gens qui peut-être qui sont pas des gamers, une spatialisation avec ZQSD pour Mais se non, déplacer. mais Non, pas t'es du pas tout. obligé, tu peux le faire à la Tu peux souris. cliquer. Oui, voilà, enfin, Ah non, mais c'est- même ça, enfin, Mais tu demandes à quelqu'un je vais vous d'évoluer faire en un 3D. mode up, les gars. Vous allez voir. on se monte une offre change, On toi va et moi. faire une offre change, créer son premier avatar et savoir évoluer dans une salle de réunion virtuelle. Voilà. Convaincre Romain. Non, mais moi j'adore, Deux cas. mais quand tu Non, vois je pense comment que les tu gens se- n'y arrivent Non, pas. tu sous-estimes. Avec un petit peu d'explication, franchement. Oui, mais tu- dans ces cas-là, Ouais. si ça, ils peuvent pas le faire. Moi, tout ce qu'on a parlé juste avant, depuis le début, bon, voilà, c'est pareil. Non, Après, mais ça va venir progressivement. Moi, j'ai envie de c'est- faire confiance à l'humain, toi, quoi. Je fais Pareil, confiance au pareil. Moi, je Ouais, trouve on- qu'il reste encore à trouver les déterminants de l'expérience. Tu vois, c'est Oui, à- l'intérêt. dans quel moment tu choisis de passer dans une expérience mesh et pour quelle raison. Qu'est-ce que, enfin, tu vois, qu'est-ce qui va t'amener à le faire plutôt que se cliquer. voir en caméra ou en Non, mais bien sûr. même Ouais, ça, on est aspect d'accord. sympa. Non, mais il faut qu'il y ait un truc différenciant où tu as des fonctionnalités en plus que tu ne peux pas avoir ailleurs. Pour Voilà. l'instant, à part jeter des sacs dans les. Je sais plus comment ça s'appelle ce sport là. Mais voilà, C'est le petit sport où avec tu jettes le des trou. petits sacs Non, en mais sable et il faut que ça aille dans le trou. tu viens de mettre le doigt sur ce que je veux dire, c'est qu'on parlait de klaxon, t'as un intérêt. C'est Oui. pour ça que tout le monde apprenait. Là, Après, là, Mesh, c'est une les vie. gens ils vont dire mais qu'est-ce que tu Mais au m'embêtes début, Après, c'est une Voilà. V1. C'est Oui. une V1 Oui, il faut un qui use est case. Déjà, tu utilisée peux faire de la depuis- musique. Allô. Ah, non, on Non. a surtout on a En brûlé tout des cas, chamallows. Ouais, c'est ça qu'on retient à la fin. Et le bilan que je fais, moi, pour l'avoir fait avec vous, c'est je trouve que l'expérience est pas mal, en vrai. Oui. Enfin, Non, c'est ça cool. fonctionne. tu navigues bien dans un C'est cool, univers hein. virtuel et c'est moins décevant que je pensais. Ouais, moi aussi. C'est pour ça que je suis emballé, en fait. Tu te fais Ouais. plaisir à naviguer d'une salle à l'autre, tu regardes un peu le Non, c'était paysage, super. tu te vois en face à face, il y a l'effet spatialisation du son qui est assez incroyable et qui donne un côté assez vrai. Maintenant, qu'est-ce que ça apporte par rapport à un streaming Teams? Je sais pas. Là, Là, tu tout de montres suite, pas je sais ta vous vraie dire. tête. Donc tu peux rester en pyjama. Ouais, mais du coup, t'as l'avatar qui le fait. Ça vraiment évite des un accidents, avatar qui n'est-ce fait. pas Après, c'est comme tout, c'est une V1, et, enfin les usages, en fait, on y réfléchira au fur et à mesure. De toute façon, toutes les fonctionnalités qu'ils avaient annoncées déjà il y a 2 ans, 3 ans, elles sont toujours pas là. Oui. Il y en a plein, dont les dernières aussi de Ignite avec les prompts pour créer ses propres environnements. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que je me rappelle quand j'avais parlé des avatars, tu te rappelles en Ouais. début d'année et tout, tu étais vachement sceptique sur ce truc-là. Oui, en vrai. mais parce que tu Ah, me prends le Alors jeu. que là, je pense que tu as l'avatar le plus sympa de la boîte. Par contre, tu veux un vrai use case intéressant, c'est si déjà tu réussissais à faire une salle de réunion 3D en positionnant, à la limite même de force, les gens autour de la table. Mais tu peux, hein. Oui, voilà. Ah, Donc, tu tu peux. fais ça. Et l'intérêt que tu as, que tu perds dans une réunion stream de base, le son. T'as les gens en ligne, enfin t'as que des carrés noirs Ouais. devant toi avec Ouais. du son qui t'arrive uniformément. Là, tu retrouves le côté vivant d'une réunion. Ah, on parle à ma droite, on parle à ma gauche. Et ça, par contre, pour moi, c'est un vrai use case pour garder Alors, l'intérêt du des coup, gens. Romain, Et là, les gens, tu leur demandes pas de maîtriser de la 3D là. il Tu y a leur une demandes partie juste. plan de salle où tu peux te positionner. Il faudrait Ouais. tester une réunion complète. Non, à moi, plusieurs je pour voir testerai ce une que ça donne. formation. Oui, une formation en Une plein de ça, formation, ça serait par cool. exemple. Challenge 2024. Bah ouais, formation, en Challenge vrai, ça marche. Hein. 2024. La formation Power BI en mèche. On va Ça finir avancé, là-dessus, Benjamin. messieurs, parce que je vois le temps qui court. Oui. Et j'aimerais qu'on passe un petit récap bilan de l'année. On l'avait Ouais. annoncé, donc on va le faire de cette manière. Je vais vous donner la main à chacun. Vous Une allez news me donner chacun. la news de l'année et Ah la oui. wishlist Facile pour pour l'année prochaine. Qu'est-ce qui vous a manqué globalement en annonce ou c'est quoi votre rêve fou? Globalement, le petit bilan, hein, quand même, je vais vous faire l'intro. Moi, je suis extrêmement content et fier d'être là pour ce dernier épisode de l'année parce que quand on s'est lancé en janvier, on savait pas à quoi s'attendre. On pensait même pas qu'on passerait sur Twitch dans l'année. Et finalement, on y est. On a nos épisodes, on a notre public aussi parce qu'on nous croise souvent et on nous dit bah tiens, j'ai suivi votre vidéo, c'est top. Et apparemment, le format plaît bien. Donc, déjà, je pense que, enfin, sans se lancer des fleurs, on a réussi à peu près à faire ce qu'on voulait. Et c'est un peu le mot à passer aussi à tout expert consultant qui voudrait se lancer. Bah voilà, le studio YouTube est pas forcément facile à la maison, mais il est possible dans l'entreprise et à moindre frais. C'est important de le dire. Hein, c'est que ça a été que de la récup pour faire le super studio qu'on a derrière. Petit gros message de remerciement aussi quand même à Antoine qui permet. Antoine, la régie.
Exactement, Antoine, qu'on ne voit pas. Antoine, tu peux peut-être faire un petit coucou d'ailleurs à la caméra. Est-ce que tu passerais pas devant la caméra pour qu'on te voit? Montre-toi la régie, montre comment t'es Montre-toi beau. parce que c'est Antoine qui, c'est Antoine qui montre Antoine Spielberg. brillamment tout ça. Et par exemple, aujourd'hui, il m'a récupéré en flux Teams. Je suis sur Teams, moi, de mon côté, pour me projeter sur le Twitch. Donc, voilà, c'est le roi de la débrouille. Et c'est ce qui rend le résultat encore plus concret. Donc, on aura eu 9 épisodes, plus 2 lives débrief des builds et de l'Ignite. Je pense qu'on a fait une grosse année. On en fera encore plus l'année prochaine et on espère avoir des guests, notamment. Voilà, il y a quelques rendez-vous qui ont déjà été pris pour avoir de l'intervenant externe, des experts que vous connaissez sur YouTube. Il y a des lives encore déjà. Non, c'est plutôt Satya. On aura 1 million de vues, Benjamin, 1 million de vues. Bon, allez, on commence avec Benjamin. Première news que tu retiens de l'année. Qu'est-ce qui t'a marqué sur cette année 2023? Nous, c'est pas très compliqué. Moi, c'est les avatars. Non, je rigole. Ça va être l'arrivée de Fabric. L'arrivée de Fabric, forcément, avec tout ce qui s'ensuit et qui va de plus en plus prendre de la puissance. Nous, je sais que chez Expert Time, on travaille de plus en plus dessus. On est tous en train de monter en compétences autour. On voit vraiment, oui, ok, c'est propre. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Les premiers cas clients arrivent. Il n'y a plus qu'un, donc pareil. Il y a des vraies avancées dans l'expérience proposée côté data platform. Des vraies avancées, des choses que j'aurais pas pu faire avant parce que j'aurais pas su que j'aurais les capacités de le faire. Et en fait, vu que c'est intégré dans Power BI, je m'y aventure plus facilement. Et derrière, en fait, je me rends compte que c'est pas si complexe que ça. Et je pense que derrière. Toi, tu fais partie de ces personnes qui viennent du monde Power BI et pour qui Fabric ouvre d'autres possibilités de scénario finalement, facilitant. Et c'est un peu la road from Power BI to Fabric, c'est globalement, tiens, j'ai plus de capacité derrière, de compétences, et sans pour autant me déstabiliser dans mes savoirs, je peux faire plus. Oui, parce que voilà, il y a plein de réutilisations, il y a plein de parallèles, il y a plein de façons de faire. Juste avant, où on aurait pu être bloqué techniquement sur certaines fonctionnalités avec Power BI, là, on va avoir la puissance d'un Data Factory, d'un Synapse, de Notebook en Python, des choses comme ça, qui vont nous permettre d'aller beaucoup plus loin. Donc voilà ce que moi je retiens de l'année qui arrive en fin d'année. Et si je fais le parallèle avec ce que j'attends le plus pour l'année prochaine, c'est que les fonctionnalités marchent. Ça se concrétise. Ouais, que ça devient concret maintenant. C'est que l'application de ces nouveaux outils au cas client fonctionne parfaitement, quoi. Je pense qu'on va avoir. Alors, c'est ça, Benjamin, on en avait parlé, mais ce qui manque encore et qu'on attend côté Fabric, c'est par exemple les endpoints pour ajouter la couche de sécu qu'on doit avoir aujourd'hui sur une plateforme SaaS. C'est le CI/CD côté DevOps où on pouvait faire beaucoup de choses. Côté, là, on commence déjà avec GitHub et tout. Mais c'est pas encore ce qu'on avait au niveau de ce qu'on avait en industrialisation côté Synapse plus Power BI. Donc il manque quelques. Non, mais il faut que ça continue un peu. Ok, donc wishlist côté Fabric pour que l'outil soit plus complet. C'est ça qui continue en fait on en verra de plus en plus. De l'OLS, Benjamin. Non, j'en peux plus. C'est le running gag de Kevin depuis que je le connais. Il veut que, en fonction des gens qui se connectent, il ne voit pas le même graphique, qui n'est toujours pas faisable. Un jour peut-être. Un jour. Enfin, pas natif. Mais donc donc voilà, juste se dire, on va commencer à appliquer ça au niveau client. Et donc forcément derrière, on veut voir comment ça évolue, on a envie de tester et, avec parce que là on travaille sur des labs, c'est cool, mais les labs c'est pas la vraie vie. Mais maintenant on veut faire ça dans la vraie vie. Oui, il y a on a vu beaucoup de choses de labo. On a beaucoup de choses qu'on aimerait dans la vraie vie. Ouais. Je pense que ça peut aussi résumer beaucoup des news de cette année, quoi. Kevin, à toi, une news que tu retiens et une wishlist pour l'année prochaine. Ok, alors la news que je retiens, même si j'avais envie de dire très fort Copilot M365, non, c'est les Microsoft qui fait ses propres puces. Non, Microsoft qui fait ses propres puces, son propre CPU, sa propre puce dédiée à l'IA dans ses infrastructures Azure. Là, je trouve que c'est une très très grosse avancée majeure parce que les modèles IA en fait sont extrêmement énergivores aujourd'hui tels qu'ils sont implémentés et fonctionnent sur les infrastructures cloud actuelles. Donc c'est un gros pas et qu'un acteur comme Microsoft qui fait partie des top 3 dans l'offre service cloud prenne les devants et fait déjà tourner des instances de Teams par exemple pour des clients de manière complètement transparente avec ces nouvelles puces déjà. Je trouve que c'est moi c'est un peu ma news coup de cœur.
C'est cool. Et dans ma wishlist, c'est un peu lié à ça, c'est voir comment est-ce que l'IA va se développer l'année prochaine de manière concrète, parce que là, ça va être la 2e année, donc on rentre dans une maturité, on va dire, un peu plus forte. J'attends sur 3 aspects. Sur l'aspect efficience énergétique, justement, est-ce que voir avec les annonces de tous les différents acteurs, en fait, comment est-ce que, d'un point de vue matériel, en fait, on va se positionner vis-à-vis de l'IA pour réduire un maximum l'impact. Tu refais un sujet entier. Non, l'aspect des cas d'usage, du coup, comment est-ce que les clients vont voilà, les idées qu'ils vont nous apporter, et économiquement, est-ce qu'on va, et en termes de coût, est-ce que on va assister à une baisse ou voilà, on verra. Voilà, donc globalement, ce que tu attends de voir, c'est la concrétisation des cas et des annonces voilà, de moins d'impact, moins de coûts, voir si ça se concrétise réellement, quoi. Tout à fait, tout à fait. Parfait. Romain, ta petite note. Ah bah moi, je viens de rajouter un truc à la wishlist. Comme ça, les Kevin vont apprendre à utiliser ChatGPT pour se synthétiser. Oh, tu parles. Il y en a un, il a dit, je fais le mot de la fin qui a duré 7 minutes. Mais en fait, plus sérieusement, bien sûr, dans la wishlist, moi, c'est tout ce qu'on a dit avec tout ce qu'on a discuté et échangé en fait avec Kevin, hein, plus sérieusement. C'est ça, c'est Copilot Studio plus Semantic Kernel qui fonctionne en prod, pas en lab, hein, en prod. comme tu as dit toi aussi, en fait, je reprends ça. Et moi, s'il y a une news à retenir, parce qu'en fait, on pourrait dire toutes les news de toutes les émissions sont fantastiques, mais tout le monde a été tellement beau, hein, Benjamin. Le max. Hein. Ouais. Non, moi, c'était la news green qui donne un petit espoir. C'est l'arrivée un jour du stockage à froid des données avec la gravure dans le quartz. Ça, c'est. Alors en plus, ils font ça dans les pays froids, hein, donc c'est ça qui est génial. Mais non, voilà, parce qu'aujourd'hui, le problème de l'informatique, c'est le stockage, et tout le stockage est à chaud, et tout le stockage est traité, analysé, modelé, tout ce qu'on veut, H24. La donnée en elle-même, la donnée est chaude et produit. Mais même une donnée qu'on ne touche pas produit tellement de CO2, et le stockage à froid dans le quartz va avoir un impact écologique dingue. Et ça, je trouve que c'est la news dont personne ne parle nulle part. Pourtant, le projet, il est à 2 doigts de la commercialisation. Tout ce qu'ils ont besoin, c'est de réduire les coûts d'écriture. Donc, franchement, voilà. Moi, c'est ce que c'était mon plaisir. Non, pas de l'année prochaine, je suis assez réaliste. On va quelques années quand même encore. Vous savez, j'en ai sous le pied, moi j'en ai vu. Hein. Moi, je suis vraiment au jour le jour maintenant dans l'IT. Le blasé. Sorry, mec. Le blasé. Le mec rêve plus, quoi. Si, je rêve de Copilot sémantique avec Kevin. C'est ça. Avec quel Kevin? Toi aussi. C'est l'IA qui va devoir contextualiser le Kevin elle-même. Ok, parfait. Bon, voilà. Bon, c'était la petite fin. Globalement, je vous rejoins hein, sur les annonces, bien évidemment. Moi, j'aurais dit fabrique comme Benjamin. Je pense fondamentalement, c'est quelque chose qu'on personnalité. Ouais, mais on l'attendait tellement cette vision et enfin la promesse est plutôt là, donc extraordinaire. Et d'un point de vue petite annonce un peu geek de l'année, moi, l'annonce des avatars qui intègrent complètement ChatGPT. Et voilà, le commercial. Non, alors pas les avatars dans Teams, les avatars. Ah, trop tard. Avatar le film? Non, les avatars côté Azure qui ont été annoncés au dernier Ignite, qu'on commence à tester, là, qui permettent d'intégrer le speech to text, plus la voix, plus l'avatar custom. Je trouve ça extraordinaire et je pense qu'on va faire pas mal de choses avec. On va terminer cet épisode sur cette dernière information. C'était pour clore parce que je vois qu'on a fait presque l'heure et c'est bien suffisant. J'espère que vous avez apprécié de passer l'année avec nous, de passer cet épisode. On vous encourage donc à vous suivre sur YouTube. Cette vidéo sera rediffusée, découpée en chapitres, vous savez, si vous voulez faire des focus. Et puis du coup, on vous dit rendez-vous l'année prochaine. Passez de bonnes fêtes. Likez la page, partagez-la. Et encore un grand merci de nous avoir suivis cette année. C'était les Têtes dans le Cloud. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Bonne fin d'année. Bye.